Avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer si elle vous a plu. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Bonne lecture. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans le cadre de notre programme de géographie, nous allons voir la première leçon sur la Corée du Sud qui a pour titre « Les fondements du développement économique de la Corée du Sud ». Au cours de cette vidéo, nous allons localiser la Corée du Sud, identifier les fondements naturels et humains de son économie, caractériser son système économique et analyser son modèle de développement. Sans plus tarder, abordons la première partie, à savoir un territoire restreint aux potentialités naturelles variables. Voyons d'abord le relief. La péninsule coréenne apparaît comme un pays essentiellement montagneux, composé à 70% de montagnes. Une grande chaîne de montagnes court tout le long de la côte est, la chaîne du Taebaek. À 100 mètres au sud de la péninsule, l'île de Jeju-do abrite le plus haut sommet du pays, le Hallasan, qui cumule à près de 1950 mètres. Les plaines qui occupent moins du cinquième de la superficie du pays sont concentrées principalement le long du littoral occidental et méridional avec de fortes densités humaines. Après le relief, passons maintenant à l'étude du climat sud-coréen. La Corée du Sud, par sa position géographique, est principalement caractérisée par un climat continental. L'hiver et l'été sont des saisons rudes. L'hiver de décembre à mars est froid et sec, tandis que l'été qui s'étale de juin à septembre contraste avec l'hiver car les températures sont plus chaudes, 20 à 26 degrés Celsius, avec d'abondantes précipitations du fait de la mousson. Par contre, les deux autres saisons, le printemps et l'automne, qui se déroulent respectivement d'avril à juin et d'octobre à décembre, sont des saisons neutres, plus modérées en termes de température et de météo, très propices aux activités touristiques. Les particularités climatiques sont les sécheresses et les typhons qui frappent régulièrement la péninsule. Ce climat influence fortement les types de végétation. Voyons donc la végétation sud-coréenne, une végétation en pleine mutation. La végétation présente sur l'ensemble du territoire coréen est une végétation de climat tempéré, caractérisée par des forêts de conifères, les pins et les sapins, et d'arbres à feuilles caduques, le chêne blanc oriental, les érables, le peuplier, etc. Dans les hautes montagnes, nous avons une végétation constituée de conifères en raison des températures plus froides, alors que les plaines côtières du sud sont couvertes de forêts de bambous, de lauriers et de chênes verts. Sévèrement dégradée dans la première moitié du XXe siècle, avec une perte de près de 80%, la couverture forestière sud-coréenne a été régénérée grâce à un vaste programme de reforestation engagé par l'État à partir de 1945. Aujourd'hui, 30% de la superficie forestière totale relève de plantations d'origine humaine. Nous allons, dans une quatrième petite partie, évoquer les ressources minières et énergétiques. En 1948, la division de la Corée a opéré un partage inégal des ressources minières, favorisant la Corée du Nord. La Corée du Sud possède quelques gisements de houille, d'argent, de zinc, de tungstène, de fer et de kaolin dont le poids économique est négligeable. Nous allons terminer l'étude des facteurs naturels par l'analyse des ressources en eau. L'hydrographie sud-coréenne est liée de près au relief car les principaux cours d'eau prennent naissance au cœur des plus hautes montagnes du pays. En conséquence, la plupart des cours d'eau terminent leur course dans la mer Jaune et, au sud, dans le détroit de Corée. Le pays possède 5 grands fleuves qui sont le Nakdong, le plus long fleuve de la Corée du Sud sur 510 km, le fleuve Han, le Gum, le Seongjim et le Yongsan. La Corée compte actuellement plus de 17 000 barrages et réservoirs. Le projet d'aménagement des 4 grands fleuves, le Han, le Nakdong, le Gum et le Yongsan, a été initié dans le but de sécuriser les ressources en eau, d'améliorer leur qualité
et de développer l'économie des loisirs. Bordée par la mer Jaune et la mer Orientale, la Corée du Sud dispose de 2413 km de littoral. L'exploitation de ces diverses ressources en eau renforce le potentiel du développement économique à travers les activités portuaires, d'hydroélectricité, de pêche, d'activités industrielles, de loisirs, d'irrigation de culture, de navigation, etc. Après avoir présenté les fondements naturels de la Corée du Sud, nous allons maintenant, dans cette deuxième partie, évoquer les fondements humains. Grand 2, le capital humain, un facteur fondamental du développement économique. En petit 1, une population dynamique mais vieillissante. Voyons dans une première partie les caractéristiques de la population sud-coréenne. Pays développé avec une population estimée à plus de 51 millions d'habitants, la Corée du Sud dispose d'indicateurs de développement socio-économique très performants. Voyons quelques indicateurs du développement humain en 2021. La croissance démographique est évaluée à moins 0,2% par an. Le taux de natalité est de 0,59%. Le taux de mortalité est de 0,57%. L'espérance de vie est de 82 ans. Le taux d'alphabétisation est de 100%. Et enfin, le taux de chômage est évalué à 4,9%. Si les indicateurs sociaux de la Corée du Sud présentent une société avec un niveau de vie exceptionnellement édifiant, il convient de relever que la baisse démographique continue commence à impacter l'activité économique avec le vieillissement de la main-d'œuvre. Nous allons maintenant aborder deux piliers fondamentaux du développement économique sud-coréen. Il s'agit de l'éducation et la formation. La faiblesse du capital naturel de la Corée du Sud contraste avec la vitalité de son capital humain. En effet, dépourvu de ressources naturelles, le pays a fait le choix d'optimiser son capital humain. Pour les différents gouvernants, le développement du système éducatif doit précéder le développement économique du pays. La révolution éducative a commencé dès la libération du pays en 1945. Les Sud-Coréens, sous l'influence des États-Unis et sous l'impulsion des présidents Syngman Rhee et Park Chung-hee, ont massivement investi dans l'éducation. 4,5% du PIB sont consacrés aux dépenses de l'éducation. Ainsi, le taux d'alphabétisation de 22% en 1945 est passé à près de 88% en 1970. Cette politique d'éducation d'excellence a joué un rôle clé dans l'amélioration de la qualité des ressources humaines et largement contribué au développement économique. La démocratisation de l'éducation et l'accès à l'enseignement supérieur ont permis à la Corée du Sud de former ses propres cadres dirigeants qui sont aujourd'hui à la tête des principales multinationales du pays. Passons maintenant à la dernière partie qui va porter sur la politique économique sud-coréenne. Et voyons dans un premier point l'influence extérieure sur la Corée du Sud. Libérée de la colonisation japonaise en août 1945, la péninsule coréenne devient rapidement une victime géopolitique entre les deux superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique, désirant désarmer les troupes japonaises. C'est le début de la guerre de Corée qui se transforme rapidement en un conflit international. Le 15 août 1948, la moitié sud de la péninsule est proclamée République de Corée avec le soutien des États-Unis. Nation indépendante, elle se fonde sur les principes démocratiques et l'économie libre de marché. Dans le contexte géopolitique de la guerre froide et de la lutte contre le communisme, les États-Unis, pour limiter l'avancée régionale de puissances telles que l'URSS et la Chine, deviennent un des principaux alliés de la Corée du Sud. Ils lui assurent une protection militaire et un soutien économique massif sous forme de subventions et de prêts. À titre d'exemple, entre 1953 et 1961, l'aide américaine représente 8% du produit national brut et 64% des investissements. Sur cette même période, 70% des importations sont américaines. Malgré l'énormité de l'aide américaine, la Corée du Sud ne se redresse pas avant 1957. Voyons maintenant le rôle joué par l'État dans l'économie. Pratiquant une économie libre de marché, la Corée du Sud adopte un modèle de développement unique basé sur la mise en place par étapes successives de plans quinquennaux, de planification et des orientations économiques impulsées par les dirigeants. Malgré la libéralisation de l'économie, l'État conserve un rôle de stratège
pour identifier les filières d'avenir et mettre en œuvre sa politique économique. Il va ainsi procéder à la création de grandes institutions publiques. À titre d'exemple, dès 1961, l'État crée un bureau de planification économique chargé de concevoir les grandes directions du développement afin de maîtriser les progrès de l'industrialisation dans le cadre d'une stratégie globale. En 1971, le gouvernement fonde par une loi spéciale Korea Advanced Institute of Science and Technology afin de développer la recherche scientifique et la formation technologique, faisant appel dans un premier temps à des professeurs et chercheurs de haut niveau formés aux États-Unis. Ce train de réforme est aussi marqué par une politique commerciale nettement tournée vers les marchés extérieurs, subventions à l'exportation accordées sous forme de prêts à des taux d'intérêt réduits, exemption partielle d'impôts sur les bénéfices, exonération de taxes sur les matières premières importées destinées à fabriquer des produits d'exportation, et par une politique monétaire axée sur la mobilisation de l'épargne intérieure. Les autorités politiques, tout en définissant les choix économiques majeurs, facilitent également la structuration de l'économie par de grands conglomérats appelés les chaebols. Ce sont des regroupements d'entreprises à caractère familial, de domaines variés, disposant d'une puissance et d'un rayonnement économique très important à l'échelle nationale et internationale. Nous allons maintenant voir dans une dernière partie les grandes phases de développement économique de la Corée du Sud. Le développement économique de la Corée du Sud est caractérisé par trois principales phases entre 1953 et 1980. Nous avons d'abord une phase de substitution aux importations de 1953 à 1961. La première phase du développement s'inscrit dans la dynamique de la reconstruction de la Corée après l'armistice de 1953. Syngman Rhee met en place une politique primaire de substitution d'importation. Ce processus, fondé essentiellement sur la production locale de biens de consommation non durables et sur l'industrie manufacturière légère, engendra une croissance économique modérée. Il s'agissait d'activités à haute intensité de main-d'œuvre peu qualifiée, proche de l'artisanat. Les secteurs d'activité concernés sont en premier lieu l'agriculture, en particulier le développement des trois blancs, coton, sucre, farine, mais également la pêche et l'industrie agroalimentaire. On assiste progressivement à la mise en place d'une industrie de la confection, puis de tissage, de production de fils et de biens d'équipement. La deuxième phase est celle d'une exportation audacieuse, 1961-1973. À partir des années 1960, les autorités politiques redéfinissent la politique économique sud-coréenne en fondant la croissance économique du pays sur une politique de promotion d'exportation à partir des industries mises en place lors de la première phase de substitution d'importation. Les produits des industries légères, textiles, vêtements, chaussures, font l'objet d'exportations massives. La normalisation des relations diplomatiques entre le Japon et la Corée du Sud, l'adoption de nombreuses réformes destinées à libéraliser le commerce et à favoriser les flux d'exportation accentuent cette nouvelle politique dont les résultats s'avèrent spectaculaires. Les exportations passent de 3,3% du PNB en 1960 à 48% en 1977. Cette période correspond à un tournant économique pour le pays qui mènera à ce qu'on appelle le miracle du fleuve Han. La dernière phase du développement est celle des industries lourdes et de pointe, de 1973 à 1980. À partir du début des années 1970, la Corée du Sud effectue un redéploiement industriel vers les marchés jugés porteurs au niveau mondial. Sous l'impulsion du général Park Chung-hee, des investissements massifs sont faits dans les infrastructures nécessaires à l'industrialisation lourde et de grands parcs industriels ont été construits. Des systèmes de formation pour fournir des ingénieurs et des ouvriers qualifiés et des institutions de recherche ont été mises en place dans cette dynamique. Une étroite collaboration entre l'État et les chaebols, comme Samsung dans l'électronique et la POSCO dans la sidérurgie, qui sont devenus un instrument efficace dans la stratégie de développement industriel, a également conduit à la promotion de l'industrie lourde et chimique. Comme résultat de cette politique, l'industrie lourde, qui ne représentait que 25% de l'industrie manufacturière en 1962, en représentait 55% en 1979.
Depuis les années 1980, l'industrie sud-coréenne renforce ses capacités de production dans deux secteurs, l'automobile et l'électronique grand public, faisant de ce pays un des leaders à l'échelle mondiale dans ces domaines. Voilà, nous sommes au terme de cette vidéo sur les fondements du développement économique de la Corée du Sud. N'hésitez surtout pas à partager pour permettre à un grand nombre de bénéficier de ces ressources.